Donc, on va reprendre aujourd'hui en pensant donc à quelque chose que j'avais déjà en quelque sorte annoncé les dernières semaines, c'est-à-dire qu'il faut, pour cette histoire connectée des sociétés de cours, quand même à un moment ou à un autre focaliser sur la cour ottomane, car les Ottomans, en quelque sorte, pour beaucoup d'autres cours, d'autres empires de l'ère moderne, sont en quelque sorte, disons, l'étalon or pour mesurer où on était, pour mesurer quel était le statut qu'on avait. Si on est à Moscou à la fin du XVIe ou début du XVIIe siècle, si on est à Delhi, c'est la même chose. Peut-être pas en Chine ou au Japon, où les Chinois avaient quand même quelques notions des Ottomans, car il y a eu des passages entre les deux cours. Mais en général, pour une grande partie donc, du monde asiatique, et même pour une partie de l'Afrique, la partie nord, mais aussi les Éthiopiens ou les gens de la côte swahili qui avaient des rapports avec les Ottomans, en quelque sorte, c'était eux la mesure de la grandeur, en quelque sorte, d'une société courtisane. Donc, aujourd'hui, c'était mon intention donc, d'aborder ça en prenant un espace assez large, en allant donc, de la France à gauche à la cour moghole à droite, avec les Ottomans au centre. Les Ottomans, donc ici, c'est la dynastie au XVe siècle, quand cette dynastie va prendre une autre ampleur, parce que, comme vous le savez, à la fin du XIVe siècle, les Ottomans ont pris une très très grande humiliation et défaite quand le sultan Bayezid a été donc battu et puis humilié publiquement par Tamerlan, par Temur. Et ils ont pris à peu près quelques décennies pour récupérer de ça. Et bien sûr, avec la prise de Constantinople en 1453, c'est chose faite. Et dans la deuxième moitié du XVe siècle, les Ottomans vont certainement rivaliser les Mamelouks comme la plus grande dynastie musulmane dans les yeux des Européens. Et finalement, avec la défaite des Mamelouks en 1516-17 et l'incorporation de l'Égypte et de Hejaz dans l'Empire ottoman, puis l'expansion ottomane en direction de l'Irak, qui va terminer avec la chute de Bagdad et la chute de Basra en 1546, on est dans un tout autre cadre. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a pas mal de documents visuels qui nous aident pour comprendre un peu ce monde des Ottomans. Parmi les gens qui ont attiré l'attention des chercheurs dans les derniers temps, il y a ce personnage, Matrachenassou, qui était à la fois mathématicien, peintre, intellectuel en général. Il correspond à peu près pour ce siècle à ce qui serait le fameux Haji Khalife au Khatib Chalabi pour le XVIIe. Et d'ailleurs, il a aussi fait, comme vous voyez, des miniatures ici représentant donc Istanbul avec le Topkapı Saray. Pardonnez-moi. Avec le Topkapı Saray ici et bien sûr donc le Bosphore passant par là. Alors donc c'est un moment du XVIe siècle quand on peut commencer à prendre la mesure des choses, mais en fait je vais commencer avec le début du XVIIe, quand on peut rencontrer un personnage que pour nous spécialistes de l'Empire moghol est très très familier. C'est un ambassadeur britannique qui a été en Inde moghole, comme envoyé de la Compagnie des Indes, c'est Sir Thomas Roe, envoyé par Jacques Ier. Mais comme on le sait, Thomas Roe avait une carrière très longue en tant que diplomate. Et à la suite de son séjour en Inde, il est allé à Constantinople, à Istanbul, toujours comme envoyé de Jacques Ier. Et puis, il a aussi, vers la fin de sa vie, passé du temps, ça c'était au début de la guerre de 30 ans, en Scandinavie, comme ambassadeur au Danemark, en Suède et en Allemagne.
Mais voici une lettre donc qu'il écrit, hein, c'est en avril 1622, à Jacques Ier, où il déplore la persistance des difficultés à traiter avec la Sublime Porte. Il dit que même plusieurs décennies après la création de la Compagnie anglaise du Levant, il y a ces difficultés, et voilà comment il aborde ces problèmes. Il dit « Le grand seigneur, c'est-à-dire à l'époque Osman II, a répondu à la lettre royale de votre majesté, et si vous avez l'obligeance de passer outre la vanité de certaines phrases, car c'est toujours là le style présomptueux de cette cour, j'espère que pour le contenu, elle donnera quelque satisfaction à votre majesté, car elles contiennent une réponse particulière pour chaque chose, à la fois aux propositions de votre majesté et à mes propres propositions, obéissant à votre ordre royal. Et dans son ensemble, je suppose, elle est pleine de respect et d'attention à l'égard de votre majesté, comme tout ce qui a été depuis toujours adressé à un prince par ceux qui ne s'estiment pas leur égal. Donc, il y a là le problème de base qui se pose, qui s'est déjà posé d'ailleurs quand Thomas Roe était en Inde, parce que quand il était en Inde, il a expliqué toujours à Jacques Ier que le problème, c'est que l'empereur moghol était une espèce d'éléphant qui avait un total manque de considération pour les princes européens, qu'il trouvait qu'ils étaient trop petits pour vraiment prendre en considération. Ici, même chose, il dit qu'il y a une espèce d'asymétrie, il y a un manque de respect, car les Ottomans considèrent que les rois d'Angleterre et d'Écosse, dans le cas de Jacques Ier, Jacques VI d'Écosse, en réalité, ils ne sont pas du tout au pied d'égalité. Alors donc ça nous donne une première façon d'aborder la question, c'est-à-dire en fin de compte, comment mesurer ces trois cours et comment en fait aborder ce problème de l'égalité ou manque d'égalité de ces trois. Alors, c'est une question qui a été une question en quelque sorte classique historiographique, et je vais juste brosser très rapidement un tableau d'un certain nombre de débats de base. Au milieu ici, vous aviez un ouvrage de synthèse très utile pour parler de toutes les ambassades envoyées par les Ottomans un peu partout, donc ça c'est très utile pour avoir une espèce de vision de ce qu'étaient les ambassades et les relations d'ambassade, car je vais revenir un peu sur ces relations d'ambassade. Mais ici, vous avez donc deux approches totalement opposées à la question. Ça, c'est l'approche classique, plutôt connue, plutôt même célébrée par quelqu'un qui a eu une très grande carrière en tant que savant, mais aussi en tant que presque comme homme politique, car il a été très proche de la Maison Blanche au début du XXIe siècle, Bernard Lewis, historien anglais, et dans ce livre très connu, Comment l'islam a découvert l'Europe, il nous a expliqué qu'en réalité, à partir d'un certain moment, disons à partir de l'époque médiévale, et surtout au XVIe, XVIIe siècle, le problème c'était que les pays islamiques, les systèmes politiques islamiques avaient une presque totale manque de curiosité envers l'extérieur. Donc ils étaient totalement enfermés, ils pratiquaient une espèce de nombrilisme assez total, et le résultat de ça, c'est que tout d'abord, quelqu'un comme le grand seigneur aurait eu très peu de curiosité et très peu d'informations finalement sur l'Europe et sur ce que pratiquaient les Européens, ce qu'était leur poids réel, etc. Donc, manque de curiosité. Mais aussi, en fin de compte, selon Lewis, il y aurait aussi eu un problème de blocage au niveau épistémologique, car ces sociétés musulmanes n'étaient pas capables à l'époque de s'ouvrir parce que c'était trop difficile pour eux. Ça mettait en question trop de choses, même les bases de la société. Et d'ailleurs, finalement, il a un développement plus long concernant donc pour lui ce qu'est cette ouverture difficile du XIXe siècle après l'invasion d'Égypte et comment, en fait, en quelque sorte, les Occidentaux auraient forcé les portes du monde musulman avec des résultats plutôt compliqués, plutôt mitigés. Et d'ailleurs, il fait tout un développement sur comment le monde musulman est toujours en train de souffrir de cette fermeture à l'époque. Ça, c'est devenu donc une espèce d'expression classique
d'un certain type de vision orientaliste, car il faut aussi reconnaître que, contrairement à beaucoup de gens qui tenaient de ce genre d'opinion, sans avoir une vraie connaissance du monde musulman, M. Lewis est un très grand connaisseur du monde musulman. Il est à la fois arabisant et ottomanisant. C'est quelqu'un qui on ne peut jamais reprocher au niveau de sa manque de connaissance des textes ou des archives. Donc c'est avec toute cette connaissance qu'il nous présente ce point de vue, en faisant aussi un petit tableau de tout ce qu'on peut trouver dans les archives, par exemple, de l'Empire ottoman, sur leur connaissance, par exemple, de la France, sur leur connaissance des Habsbourg et autre chose. Donc c'est un ouvrage tout à fait utile, mais très marqué de son point de vue. On commence maintenant donc à avoir une réaction. Mais cette réaction ne vient pas, par exemple, tellement des historiens turcs, qui ont, je dirais, globalement accepté ce point de vue. Et surtout parce que vous voyez qu'il y a une espèce de... il n'y a pas de contradiction entre ce point de vue-là et la construction kémaliste du passé ottoman. Parce que les kémalistes, pour justifier la révolution kémalienne, avaient eux aussi besoin de démontrer que l'Empire ottoman était sclérosé, était fermé, n'avait absolument pas d'ouverture et était aussi enfermé parce que c'était un empire finalement en main des idéologues sunnites. Et donc il y a là une espèce de convergence entre ces deux points de vue. Les questions, comme on aurait pu attendre peut-être, sont venues plutôt... des spécialistes basés aux États-Unis, pays du postmodernisme, importé de la France, mais transformé. Et alors, donc, par exemple, on a cette thèse qui a été soutenue à Harvard, faite par un Italo-Américain, Giancarlo Casale, que j'avais invité il y a 2 ans ici au collège, et qui expose, par exemple, dans son livre, avec déjà son titre provocateur, The Ottoman Age of Exploration. Donc, il nous explique qu'en fait, M. Lewis s'est trompé totalement. Au XVIe siècle, les Ottomans avaient beaucoup de curiosité envers le monde. Ils avaient même presque des bureaux pour recueillir des informations sur le monde tout entier. Il met l'accent sur une série de personnages de vizirs, notamment un grand vizir très important de la deuxième moitié du XVIe siècle, Sokollu Mehmed Pacha. Et il nous dit qu'en effet, les Ottomans avaient beaucoup d'informations et ils se comparaient sans cesse avec les autres pouvoirs du monde, à la fois à l'Est et à l'Ouest. Donc ça, c'est l'autre point de vue. Le livre de Casale a été aussi critiqué. Il y a eu quelques comptes rendus assez sévères, entre autres en France, parce qu'il y a manifestement quelques faiblesses empiriques. Il s'est trompé sur un certain nombre de choses particulières, mais le débat reste ouvert et je dirais qu'on peut trouver le même débat, par exemple, pour les Safavides, où il y a encore des gens qui nous brossent un portrait des Safavides totalement nombrilistes, sans de moindre intérêt pour le monde autour d'eux, et d'autres qui se montrent plutôt sceptiques à l'égard de ce point de vue. Et pour les Moghols, le point de vue classique, d'ailleurs, des historiens indiens marxistes était exactement ça. C'est-à-dire les historiens indiens comme le célèbre Irfan Habib avaient aussi, lui, soutenu plus ou moins la thèse de Lewis, que les Moghols étaient guère intéressés par le monde extérieur. Ils étaient totalement enfermés. Et donc, c'est finalement, ça peut paraître paradoxal venant d'un historien marxiste, mais c'est plutôt donc la conquête britannique qui aurait ouvert les portes, en quelque sorte, mais c'est peut-être pas si surprenant que ça, car c'est le point de vue de Marx lui-même, écrivant dans les journaux à l'époque de la rébellion de 1857-58. Alors, donc, si on se penche plutôt du côté de la thèse de Casale, il y a donc toute une série de pistes, bien sûr, à explorer. Par exemple, on ne s'intéresserait pas seulement à la production textuelle, par exemple, de ces ambassadeurs, mais aussi, on peut aussi prendre, par exemple, la production cartographique ottomane. Ça, par exemple, c'est une carte assez connue qui dit donc Iklim Asia,
donc les crimes de l'Asie, ça vient du XVIIe siècle, ça vient justement de l'atelier de Kateb Chelabi. Et on sait que pour construire ce genre de choses, il a fait un mélange. Par exemple, il a trouvé et traduit un certain nombre de textes des jésuites sur le Japon. Il y a des choses sur la Chine, il y a des choses sur l'Inde. Et bien sûr, il y a aussi un certain nombre de choses sur l'Asie du Sud-Est, même si malheureusement, le Sumatra n'est pas très présent, étant donné que les Ottomans en fait, avaient des relations très poussées avec cette partie du monde. Donc, on a cette autre possibilité. On peut commencer à voir quel est l'autre type d'archive pour construire une vision du monde plus ouverte de la part des Ottomans. Donc, du coup, mon idée, c'était aujourd'hui d'aborder ça en prenant un biais un peu particulier. C'est-à-dire, on a toujours pu, par exemple, faire ça dans le cadre d'une histoire comparée. Par exemple, comparer la xénologie ottomane avec la xénologie, pensons, chinoise au XVIe ou au XVIIe siècle. Ou on peut, par exemple, regarder du côté des Japonais pour savoir que savaient les Japonais au début du XVIIe siècle sur le monde en général, quel niveau de curiosité avaient-ils. Mais en fait, je vais développer plutôt un autre aspect, comme vous auriez pu attendre de moi, et pour expliquer un peu ça, donc je vais me baser au départ dans le monde ottoman, mais pour regarder tout d'abord vers l'Est et puis vers l'Ouest. Donc je vais tout d'abord développer l'aspect des rapports et des regards en direction de l'Inde, et puis sur l'Europe, pour finalement arriver, j'espère, à une espèce de synthèse et une triangulation au XVIIIe siècle. Alors, pour comprendre tout cela, je vous cite donc deux textes de quelqu'un qui, pour moi, reste une figure tout à fait majeure dans ces genres d'études dans le monde actuel, qui est une historienne turque, Gülru Necipoglu, qui a écrit toute une série de livres et d'articles portant sur l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture. Entre autres, elle a aussi, si je ne me trompe pas, dirigé la revue Mokarnas. Et voici donc deux articles de Mme Necipoglu où elle développe donc deux sortes de cadres pour penser cette question-là. Donc, premier article devenu très célèbre, au moins dans le petit monde des gens spécialistes des empires islamiques, qui s'appelle donc Framing the Gaze in Ottoman, Safavid and Mughal Palaces, dans lequel donc c'est un exercice d'histoire comparée. Et elle nous explique que on ne peut pas généraliser déjà sur le monde islamique parce que les Ottomans, les Safavides et les Moghols étaient très différents les uns par rapport aux autres. Quelle est la différence? Donc, elle nous brosse un tableau en utilisant, moi je dirais, des outils plutôt weberiens. Donc, il y a une espèce d'idéal type qu'elle utilise pour chaque cas. Donc, dans le cas des Ottomans, on est dans le palais de Topkapı, construit au milieu du XVe siècle, mais le moment quand elle va prendre le palais, c'est plutôt à la fin du XVIe, début du XVIIe, où c'est un palais hautement, avec beaucoup de cérémonies extrêmement formalisées. C'est un palais extrêmement silencieux, où un rôle très important est joué par les muets, qui sont employés par le sultan, qui entourent le sultan. Tout se passe, et en fait, souvent, les gens venant de l'extérieur, les ambassadeurs et autres, sont choqués par le fait qu'on parle très peu. Et tout se passe dans une espèce de silence avec des gestes. Il y a très peu de contact, finalement, avec le sultan lui-même. Est-ce le résultat du fait qu'à l'époque, quand elle l'étudie, c'est-à-dire vers la fin du XVIe et surtout au XVIIe siècle, le sultan est progressivement dépourvu du pouvoir. Mais en tout cas, il y a un personnage de sultan au milieu, mais qui parle très peu, ou presque pas. Et on est donc amené chez lui, on passe, et il y a cette espèce de rituel de pouvoir très particulier, qui n'est pas du tout un rituel entre guillemets islamique, c'est un rituel apparemment très particulier et développé par les Ottomans. Donc, cas numéro 1. Deuxième cas, c'est le cas des Safavides. Et pour elle, ça, c'est la cour qui est extrêmement informelle, totalement bruyante, où on fait un peu n'importe quoi.
le roi est capable de venir et mettre son doigt dans le ventre d'un ambassadeur en faisant des plaisanteries. Hein. Donc, pour elle, c'est un cours, et pour l'essentiel, il faut dire que c'est basé à la fois sur les récits des ambassadeurs, mais aussi d'autres, où il y a très peu de cérémonies, très peu de formalités, et aussi très peu de hiérarchie. Parce que, semble-t-il, la distance entre le roi et les nobles et les visiteurs n'est pas si marquée que ça. Et même dans l'organisation de l'espace, c'est plutôt comme ça. Il y a une espèce d'aplatissement et il n'y a pas de hiérarchie. Et finalement, on a les Moghols, que c'est elle, et là encore, elle prend les Moghols au XVIIe siècle, qui sont donc à mi-chemin entre les deux. Plus formel que les Safavides, mais beaucoup moins formel que les Ottomans. Et c'est une cour qui est basée sur quand même un niveau assez élevé de conversation. Ce n'est pas du tout une cour qui est considérée comme silencieuse. Mais donc là, elle nous fait cette distinction et pour nous dire en fait que tout cela, ça se voit dans les aspects visuels et comment en fait les cours sont présentés. Donc vous voyez déjà dans ces peintures-là, on peut voir, en regardant un peu le contraste, le niveau de formalité et de, je dirais, d'ordre, mais d'ordre assez mécanique en quelque sorte de la cour ottomane que vous voyez ici, et cette cour moghole qui est quand même ordonnée, qui a ses hiérarchies, etc., mais il y a aussi pas mal de mouvements, et si en fait on regardait par exemple la cour de Jahangir qui vient après, c'est même plus mouvementé en quelque sorte. Donc déjà la façon dont ces cours vont se auto-représenter dans leur propre peinture, qui sont déjà une idéalisation, mais la forme d'idéalisation que chaque cours va choisir est assez différente. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est assez intéressant qu'à l'époque, au XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, je dirais presque à l'époque de Louis XIV, on ne voit pas de mise en scène si souvent que ça dans les représentations que fait la cour d'elle-même. Et c'est à l'époque donc, du Roi Soleil, bien sûr, qu'on a ces espèces de représentations. Par exemple, la réception des ambassadeurs, il y a pas mal de peintures à l'époque de Louis XIV. Et il y a une spéculation, je ne vais pas rentrer dedans, mais une spéculation qui vient des non-spécialistes, comme par exemple Martin Bernal, qui a proposé qu'en fait, ça c'est l'orientalisation de la cour de Louis XIV. En fait, ça vient des cours orientales et le contact avec les cours à l'Orient ont donc finalement influencé la façon dont la cour française s'est organisée. Je ne rentre pas dans cette thèse, mais je vais juste mentionner ça en passant. Alors, donc, pour moi, il y a cependant cet autre article, toujours de Mme Necip-Bolu, qui me semble représenter une piste plus intéressante à suivre. Donc là, vous voyez, c'est un cadre classique d'histoire comparée. On va prendre 3 cours. On sait qu'il y a quelques rapports entre les 3, car les Moghols étaient des Timourides, les Ottomans ont été battus par Timur et par la suite ont ingéré un certain nombre d'idées timourides dans leur façon de fonctionner. Mais là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cet autre article où elle parle de la représentation de pouvoir dans le contexte de la rivalité entre Ottomans, Habsbourg et la papauté. Et là, elle passe à ce qui m'est beaucoup plus cher, une espèce d'histoire connectée. Donc là, ce qu'elle est en train de développer dans l'autre article, c'est l'idée que la façon dont le pouvoir était représenté par les Ottomans, par les Habsbourg, c'est-à-dire les Habsbourg, les deux parties de la dynastie, et par les papes, était en quelque sorte lié. Chacun faisait son jeu en fonction du jeu de l'autre. Et ça se voit directement dans les images, mais ça se voit aussi, selon elle, dans les cérémonies. Et c'est plutôt dans ce genre d'exercice que j'ai l'intention donc de développer un peu plus aujourd'hui. Et je vais donc reculer de ce moment qu'elle a préféré, qui était plutôt la fin 16e et le début du 17e siècle, jusqu'au milieu du 16e siècle, pour vous donner donc un premier moment quand on peut faire cette histoire connectée, mais qui est aussi en quelque sorte une histoire comparée. Pourquoi? Parce que nous sommes donc à une époque très difficile, c'est les débuts de l'Empire moghol en Inde. C'est donc l'Empire moghol a été, comme on le sait, fondé par le père de ce sultan, Babur,
lui-même Timuride, venant de l'Asie centrale, qui s'installe en Inde du Nord en 1526. Il va donc régner un peu moins que 4 ans. Et puis, il y a le fils qui va prendre le pouvoir, le fils qui, au départ, est très ambitieux, et puis va avoir beaucoup de difficultés. Et pendant ces 25-26 ans qu'il a régné, il est obligé de prendre la fuite une fois en direction de l'Afghanistan. Et finalement, il sera même exilé en Iran pendant quelque temps. Il va revenir avec l'appui des Safavides pour faire la reconquête de son royaume dans les années 1550. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre donc quelqu'un qui vient de la cour ottomane. Et donc, je vais commencer avec ce texte-là, qui est un texte hautement intéressant, qui s'appelle donc Mirat al-Mamalik, Miroir des pays, écrit par quelqu'un qui est à la fois amiral et savant, cosmographe, qui s'appelle donc Sayyidi Ali Reis, ou comme on l'appelle parfois dans les lettres de l'époque, Sayyidi Ali Kaboudan, capitaine, et donc qui est un amiral envoyé par les Ottomans pour lutter contre les Portugais dans les mers du Golfe Persique. Et il va donc subir une lourde défaite aux mains des Portugais, et puis il va faire naufrage, et du coup il se retrouve sur la côte occidentale de l'Inde dans les années 1550. Et donc par la suite, il va rentrer chez lui par la voie terrestre. Mais c'est une voie qu'il va prendre qui est extrêmement compliquée. En partant de l'Inde occidentale, il va passer par le Sindh, il va monter le fleuve Indus, il va passer du temps dans le Pendjab, il va rentrer en Inde du Nord, où il va donc rencontrer tout à fait à la fin de sa vie Humayun, et puis il va passer finalement par l'Asie centrale, où il est bloqué par les Russes, il va passer finalement, un peu contre son gré, il va passer par l'Iran chiite, et il va rentrer chez lui pour écrire donc ce texte, Mirat al-Mamalik, ou les miroirs des pays. Ici, vous voyez la traduction de Jean-Louis Baquet-Gramont, sortie il y a une quinzaine d'années, plus ou moins. Alors, donc, c'est un livre qui est très amusant. Et entre autres, c'est aussi un livre qui est un livre de justification, parce que en réalité, ce qu'il a fait, c'était plus ou moins désastreux. Il a perdu sa flotte, il n'a pas eu de succès du tout contre les Portugais, et il sait très bien que son prédécesseur, en faisant à peu près la même chose, a perdu sa tête. Il a été exécuté. Piri Reis, qui était un grand cosmographe lui aussi, mais quand il a eu peu de chance contre les Portugais, il a subi ça. Et donc, en quelque sorte, on peut soupçonner que le texte est censé démontrer que malgré le fait qu'apparemment c'est un désastre, en réalité c'est un succès. Donc, il va en quelque sorte essayer de transformer désastre en succès, et entre autres en démontrant comment il a noué des rapports très proches avec ces gens, les Moghols. Donc, il explique en long et en large comment, en fait, il est devenu très, très ami avec Humayun, parce qu'ils étaient tous les deux des savants, ils s'intéressaient tous les deux à l'astronomie, parce que Humayun était particulièrement aussi quelqu'un qui s'intéressait à l'astrologie. Ce n'était pas un succès dans sa propre vie, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses en commun, un goût pour la poésie avec Sayyidi Ali Reis. Donc voilà quelques passages. Il dit que, donc finalement, je ne cessais de m'entretenir avec eux ni de jour ni de nuit, ni ne me séparer un seul instant de l'empereur. Alors, donc, maintenant, on vient au premier passage des deux que je vais citer ici. Un jour, l'empereur, là, on parle de Humayun, donc un jour, l'empereur me demandant à cet humble serviteur lequel est le plus grand, du pays de Roum, ça veut dire l'Empire ottoman, ou de l'Hindustan. Donc là, il fait lui-même la comparaison. Celui-ci, c'est-à-dire Sayyidi Ali, répondit: Mon empereur, s'il entend par Roum le Roum proprement dit, il s'agit du pays de Shivast et l'Hindustan est plus grand que lui. Mais s'il s'agit des pays soumis à l'empereur de Roum, alors l'Inde n'en est pas le 10e. Totalement faux. Mais par la suite, il va expliquer pourquoi. Il va dire, donc, l'empereur dit pour sa part, ce qu'on entend est la totalité. Et on répondit alors, mon empereur,
Ce qui est évident pour l'esprit de cet humble serviteur est le fait que certainement l'empereur de Rome est égal à Alexandre, qui régna sur le monde et se rendit maître des 7 climats. Et donc, il va donc utiliser ses connaissances de cosmographe pour expliquer que les Ottomans, en fait, ont des territoires dans les 7 climats dans le schéma islamique, les Haft Akalim. Et donc, il va faire la liste. Dans le premier climat, il y a ceci, il y a le Yémen, il y a la Mecque, il y a Bouddha, il y a Pech, et ainsi de suite. Et il va donc démontrer qu'en utilisant ce genre de comptabilité, l'empereur moghol n'est pas du tout l'égal de l'empereur ottoman. Et donc, il va continuer. En outre, Dieu sait que j'ai entendu dire par les marchands nommés Khaja Bakshi et Kara Hassan, qui sont dans le port de Surat, en Inde, dans le pays de Gujarat, que dans le pays de Chine, lorsque les marchands musulmans voulurent accomplir la prière de la fête à l'occasion de la fête du sacrifice, le Eid, chacune des communautés voulut faire prononcer le prône au nom de son propre empereur. Et donc, les marchands de Roum allèrent alors auprès du monarque de la Chine et lui représentèrent notre empereur et l'empereur de la Mecque, de Médine et de la direction de la prière. Alors qu'il était mécréant, le monarque fit preuve d'équité et ordonna prononcer le prône au nom de l'empereur de la Mecque et de Médine. Les marchands de Roum donc étaient très contents, etc. Et donc il termine cette conversation en disant que quand il a entendu tout cela, l'empereur Humayun a reconnu en toute justice, il a dit « Il est vrai que sur terre, le souverain fortuné, c'est-à-dire Suleiman, l'empereur ottoman, a droit au nom d'empereur et nul autre que lui. » Alors ça, c'est une fiction, manifestement. On n'imagine pas Humayun en train de dire ça. Et dans les peu de lettres qu'on a échangées entre les deux, Humayun ne donne pas l'impression qu'il se trouve dans une situation d'une telle infériorité par rapport à eux, même si, comme vous voyez ici, quand il était à la cour safavide, il a subi un certain nombre d'humiliations pour pouvoir donc trouver l'appui militaire des safavides. Mais là, vous voyez en quelque sorte l'idée au moins que Seydi Ali Reis a envie de communiquer, c'est-à-dire que même en Inde, même en Chine, tout le monde reconnaît que le top, c'est l'empereur ottoman, et puis viennent les autres, et certainement, on ne peut pas comparer les deux, entre autres, parce que, bien sûr, il sait aussi dans quel état de faiblesse Humayun se trouve à l'époque. Il y a un deuxième passage sur lequel je vais donc revenir plus brièvement, qui est aussi un passage intéressant, dans lequel il nous dit que quand Humayun est mort, la cour moghole était dans une espèce de confusion totale, et c'est lui, Seydi Ali Reis, qui a expliqué comment faire. Donc, il devient en quelque sorte le tuteur des Moghols pour expliquer comment organiser les transitions politiques. Et donc, par exemple, il leur dit, quand les khans et les sultans, à la mort de Humayun, disaient « Que va-t-il nous arriver ?» L'humble auteur leur tint alors des propos conciliants. Il dit « Lorsque Monseigneur, l'objet de la miséricorde du pardon, Sultan Selim Khan, sur lui soit miséricorde et le salut, se transféra dans l'autre monde, Piri Pacha, objet de la miséricorde, prit toutes sortes de mesures, et jusqu'à ce que le bienheureux empereur, ça c'est Suleiman, fût monté sur le trône, la population ne fut pas avertie. Donc on a caché la mort de Selim pendant quelques jours, le temps de la transition, et donc il explique que c'est exactement ça qu'il a expliqué aux Moghols qu'il fallait faire. Donc en fait, on a pris un autre membre de la noblesse, on l'a déguisé en Humayun et on l'a montré à distance au public en disant que l'empereur était toujours vivant, le temps que Akbar, qui était dans le Punjab, n'arrive pas et ne prenne pas le pouvoir. Donc, et là encore, il se présente un peu comme le frère aîné, celui qui sait comment faire, et ces pauvres Moghols, qui sont des gens très naïfs, pas du tout doués pour la réelle politique, sont obligés d'apprendre de lui comment faire. Donc là encore, il y a une espèce de tentative très nette de sa part d'établir un rapport d'hiérarchie entre les deux. Et c'est comme ça qu'il va donc présenter les Moghols chez Suleiman, c'est-à-dire en expliquant à la cour de Suleiman que c'est tout à fait compréhensible, même pour les gens en Inde, qu'il y a parmi les grands seigneurs, parmi les grands sultans, une hiérarchie. Il y a d'ailleurs 4, j'ai compté, ottomans,
safavides avec lesquels les Ottomans avaient des relations très difficiles de frontières, on le sait, mais en fait, ils ne considéraient jamais les safavides comme leurs égaux. Donc, les Moghols, et le quatrième, bien sûr, c'est les Shaybanides de l'Asie centrale, avec lesquels les rapports étaient un peu plus faibles, parce qu'il y avait la question de la distance. Mais dans ces 4 cas, manifestement, au départ, au XVIe siècle, les Ottomans se considéraient comme au niveau plus haut. Alors, mais la réalité, c'est que, et ça on le sait surtout en regardant toutes les relations autour du pèlerinage, le Hajj, dans le passage de la deuxième moitié du XVIe siècle, cette hiérarchie est totalement brouillée. Et les Moghols ne vont pas vouloir reconnaître la supériorité des Ottomans en arrivant à la fin du XVIe siècle. On le sait donc, par exemple, en regardant la correspondance diplomatique, mais même si on regarde ce texte de Seyfi Chelebi, qui a écrit donc à la fin du XVIe siècle une espèce d'histoire des pays orientaux. Donc ça, c'est la xénologie ottomane bel et bien qui existe. Par exemple, regardons le chapitre qui s'appelle, donc déjà, il donne à Akbar, il l'appelle Jalaluddin, et il le dit, donc il donne le titre de Hind Padishah, donc l'empereur de l'Inde. Il dit « Le pays de l'Inde est un endroit immense, sa grandeur est notée dans les chroniques, le pays entier est peuplé, il a peu de landes, ce sont des espaces plans couverts de forêts, il n'a que peu de montagnes, etc., etc. » Il va donc expliquer comment ça s'est fait, il va expliquer l'histoire de Humayun, et il y a quelques confusions là, parce qu'il a l'impression que celui qui a chassé Humayun de son royaume était son vizir. Donc il nous explique que Sher Shah, l'Afghan, était le vizir de Humayun. Et par la suite, il reconnaît quand même qu'arrivé à la fin du XVIe siècle, il n'y a pas de doute que Akbar c'est un très grand monarque, et qu'il y a des sultans qui ont lutté contre lui, qui avaient la capacité de mettre sur le champ de bataille 400 000 soldats et 20 000 éléphants, et malgré ça, Jalaluddin a su vaincre ces autres. Donc, manifestement, le raisonnement à l'époque, c'est jamais statistique. Bien sûr, on ne va pas comparer les populations. Si on avait comparé les populations, on sait que la population de l'Empire moghol vers 1600 était à peu près 3 fois la population de l'Empire ottoman. Et on sait aussi que les revenus des Moghols étaient beaucoup plus importants, mais on ne fait pas ce genre de comparaison, ce n'est pas dans l'esprit de l'époque. Mais néanmoins, sur le raisonnement basé sur la taille des armées, etc., finalement, on va reconnaître peu à peu, en arrivant de l'époque de Humayun à la fin du XVIe siècle, qu'on n'est pas exactement en pied d'égalité, mais on est plus proche de ça. Bien sûr, les Ottomans ayant toujours quelques avantages, et ce n'est pas le moindre avantage d'être, comme il se disait, maître de la mer des villes, c'est-à-dire maître de la Mecque. Ça, ce n'était pas rien du tout dans l'hiérarchie, parce que celui qui contrôlait la Mecque était considéré comme, pas comme le calife. Les Moghols n'ont jamais reconnu le droit des Ottomans au califat, mais ils ont quand même reconnu qu'ils avaient, pour cet aspect-là, un certain niveau de supériorité. Alors, passons donc à l'autre aspect-là, l'aspect occidental. Et bien sûr, là, on sait, encore une fois, qu'il y avait pas mal d'échanges et de savoir de la part des Occidentaux. Ça va de soi. On sait qu'il y a beaucoup de récits d'ambassades, des gens venant à la fois de l'Europe centrale et d'autres pays, et ce qui a donné, pas tant au XVIe, mais surtout au XVIIe siècle, aussi quelque chose qui est un savoir beaucoup plus compliqué, basé pas seulement sur les observations, mais sur des collections de textes. Et pour ça, en fait, le personnage clé, et c'est quelque chose qui a été développé maintenant par un certain nombre d'historiens, notamment l'historien hongrois Pál Ács, c'est la centralité de ce personnage qui s'appelle Johannes Löwenklau,
qui est donc, de l'Europe centrale, un grand savant, qui va donc constituer une collection des textes et des chroniques ottomanes. Et à partir de ça, donc, on va commencer à faire des histoires de la dynastie ottomane avec beaucoup de détails et qui va donc donner par la suite une série de sous-textes ou des textes dérivatifs. Par exemple, on sait que le texte très connu de Richard Knowles en anglais sur l'histoire des Turcs est basé pour l'essentiel sur le travail de Löwenklau. Et arrivé au XVIIe siècle, on commence à voir ces textes en français comme cette histoire générale des Turcs. Et ce sont des textes, donc, d'ailleurs, assez intéressants. Il y a des chroniques assez détaillées de chaque roi et de chaque règne. Des textes assez intéressants parce que leur point de vue n'est pas du tout de dénigrer les Ottomans. On est déjà dans un cadre où, et on va revenir sur la question de pourquoi, où Soleiman est traité avec un peu de respect, c'est-à-dire il y a ici sous son image, ces vers qui sont un peu méchants, disons que quand Charles et François, acharnés par l'ennui, se déchireront tous deux par de cruels combats, ce vautour ravissant fond dessus la Hongrie, enlève Belgrade et met Rhodes à bas. Donc, ça ne serait pas considéré comme un grand compliment, mais si on regarde par exemple l'éloge au sommaire de la vie de Soleiman, qu'on trouve dans le même texte, vous voyez, c'est un rare bonheur au peuple à qui la providence éternelle fait présent d'un prince aussi sage en la paix que veillant au combat, et que la générosité est balancée par la prudence, etc. etc. Donc là, c'est quand même une image plutôt positive de Soleiman, et qui vient donc en partie justement des textes ottomans. Donc on a en fait pris et transformé les textes. On trouve la même chose, par exemple, même si l'image de Salim est un peu plus ternie, mais l'image de Salim est aussi un peu plus ternie dans les chroniques ottomanes. Ce n'est pas pour rien qu'il a le surnom qu'il a. Mais on a donc cette espèce d'aspect qui n'est pas du tout la démonisation des Ottomans. C'est un point de vue beaucoup plus mitigé. Et bien sûr, on sait que c'est aussi le résultat de l'alliance célèbre entre Français et Ottomans, qui a été l'objet maintenant d'un certain nombre de livres intéressants, dont ce livre qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, maintenant, il y a ces deux travaux importants. Celui-là et la thèse de M. Gunnar Schicksel, qui a fait sa thèse ici à Paris, si je ne me trompe pas, qui est toujours pas paru en forme de livre, mais avec ces deux livres, ces deux textes, on a maintenant une vue beaucoup plus complète des rapports franco-ottomans au XVIe siècle. Donc on sait qu'à partir des années 1520, il y avait l'alliance, il y avait les échanges, il y avait le célèbre moment donc, de l'arrivée de la flotte ottomane à Toulon, qui a été très le livre de Mme Issom Verhaeren démontre que, en fait, on est toujours sous l'effet, en quelque sorte, de la propagande Habsbourg, qui a donc voulu démontrer comment les Ottomans se sont mal comportés, tandis qu'à l'époque, ce n'était pas du tout l'image qu'avaient les Ottomans, et il n'y a presque pas de plainte sur leur comportement, et c'est Paul Jove et les autres qui ont cuisiné tout cela par la suite. Jusqu'au point que même les historiens français au XIXe siècle ont accepté cette mauvaise image qu'avaient les Ottomans, tandis qu'à l'époque, en fait, les choses allaient beaucoup mieux. Et bien sûr, c'est parce qu'on a pu corriger les textes et les grands récits avec les archives. Il y a des archives, bien sûr, du côté français, comme les lettres envoyées par François Ier, par exemple, à la porte ottomane, mais il y a aussi autre chose qu'on a du côté des archives ottomanes. Alors, donc, on peut, à partir de ça, arriver à corriger, en quelque sorte, cette dépendance qu'on avait sur les récits de voyage
occidentaux sur l'Empire ottoman. Bien sûr, ces récits de voyage ne sont pas du tout dépourvus d'intérêt ou de valeur. Par exemple, le texte de Busbecq, très connu, qui est paru en latin, puis qui a été traduit, souvent pris comme pièce centrale pour comprendre les Ottomans, même si Busbecq, en fin de compte, était très anti-musulman et en fait est responsable pour un certain nombre d'images sur cette espèce d'empire ottoman contrôlé totalement par les sunnites. Par exemple, il dit qu'on ne peut pas faire venir des horloges et les montres en terre ottomane parce que ça risquerait de détruire le pouvoir des muezzins et des mullahs, et c'est pour cela que ça risque de ne pas être accepté, tandis qu'on sait qu'il y avait bel et bien l'importation au XVIIe siècle en grand nombre, et on a même amené ces horloges à la Mecque au XVIIe siècle. Donc, il ne faut pas forcément prendre ça au pied de la lettre. Et c'est vrai que ces textes-là, donc il y a Busbecq, il y a le géographe Nicolas de Nicolay, qui fait aussi son texte au milieu du XVIe siècle. Ce sont des textes qui sont tout à fait intéressants, valables, un peu fantaisistes dans leurs illustrations surtout. Ça, c'est censé être un derviche et un janissaire. Mais en fait, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variétés parmi ces textes-là. Et surtout, il faut aussi prendre en compte qu'il y a échange. Donc, par exemple, il y a quelque chose qu'on a trouvé, d'ailleurs c'est Bernard Lewis lui-même qui avait signalé l'existence de ce texte, mais par la suite ça a été édité, et ça c'est quelque chose qui va un peu contre sa thèse, un peu quand même, c'est le fait que les Ottomans en 1572 avaient donc produit ce texte-là qui s'appelle la chronique, donc Tevarikh et Padishahan et Franche. Donc, l'histoire des empereurs de la France. Et maintenant, on sait que ça a été produit sous la direction de quelqu'un qui s'appelle Feridun Bey, qui était très important dans la chancellerie ottomane. C'est en grande partie, en fait, une traduction commentée de ce texte-là, qui est le recueil des effigies des rois de France. Publié au début des années 1570. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement les Européens qui s'intéressaient aux Ottomans et à leur histoire, mais comme les Français étaient les alliés, ils ont aussi attiré l'intérêt d'un certain nombre d'intellectuels ottomans. Je vais juste vous lire quelques passages, par exemple, passage sur François Ier dans ce texte-là. Le 58e padishah de France s'appelle Firanchoise Ier. Firanchoise est en langue de France, mais donc il donne les équivalents. Ça, ailleurs, c'est Francesco, etc. Et qu'il a succédé à Louise Padishah, mais il n'était pas son fils, etc. Il était connu comme le père des savoirs, Aboul Marif. Et émettant le savoir, Marifet, qu'il fonda dans la ville de Paris 3 madrasas. 3 madrasas pour qu'on puisse apprendre la science ilm en 3 langues, la science du latin, celle du grec et celle de l'hébreu. Donc, il y a ces notices pour tous les rois. Bien sûr, les notices les plus anciennes sont assez fantaisistes, mais c'est aussi parce que la source est plutôt fantaisiste. Donc, il y a quand même ce genre de texte. Donc, peut-être rapport asymétrique, mais pas totalement asymétrique. Il y a donc aussi les Ottomans qui s'intéressent à ça. Et d'ailleurs, il y a même du côté des Français des gens qui sont assez critiques envers leur propre roi et leur propre royaume en faisant ce voyage. Donc, cet autre texte, peut-être moins connu que Nicolas de Nicolay, et de Busbecq, mais le texte de Philippe Dufresne-Canet, qui va donc accompagner l'ambassadeur à la cour de Selim II. Et en fait, il y a un moment dans son texte où il va donc nous parler de comment, en allant en sortant de la cour, il avait à un moment donné rencontré un certain Haji Mourad. Et ce Haji Mourad, qui était bey en Barbarie,
avait été 3 fois ambassadeur de grands seigneurs. Et comme on est en 1573, bien sûr, ils vont discuter quoi? Ils vont discuter, comme Philippe Dufresne-Canet a des sympathies huguenotes, ils vont discuter justement le massacre de Saint-Barthélemy. Et il va dire, en fait, en parlant des guerres de France, Haji Mourad rejetait la faute sur le pape et s'émerveillait beaucoup de voir, uniquement pour la religion qui doit, disait-il, être libre à tous, le roi se portait à détruire ses plus affectionnés et fidèles sujets. Et donc, en fait, là, il y a cette conversation où on utilise en quelque sorte l'autre en tant que miroir sur soi-même. Donc, voilà ces comparaisons qui se font sans cesse, donc les connexions qui se prêtent à des comparaisons. Quand on fait le voyage, on compare. On compare là où on vient avec là où on va. Bien sûr, souvent dans une façon qui n'est pas très, très positive pour l'autre, mais on peut avoir donc des belles surprises comme on trouve dans ce cas particulier. Alors finalement, je vais juste réfléchir un moment sur cette question de qui fait ces comparaisons et comment on fait ces comparaisons. Qui sont les agents de ces connexions et de ces comparaisons. Depuis un certain temps, surtout je dirais depuis une dizaine d'années, il y a eu un certain nombre d'ouvrages portant sur ce qu'on appelle les passeurs culturels dans le cadre de ces rapports entre les empires. Par exemple, on peut prendre ce livre de Nathalie Rothman sur les passeurs, ce qu'elle appelle les trans-imperial subjects entre Venise et Istanbul. Donc, comment en fait on faisait les va-et-vient. Il y avait des gens comme ça ailleurs aussi, par exemple, entre les Ottomans et les Moghols. Ils étaient des ambassadeurs parfois, mais il y avait aussi quelque chose qui est une institution assez particulière dans le cadre méditerranéen qui n'existe pas, bien sûr, quand on parle de l'Inde et de l'Empire ottoman, c'est le drogman, le tarjuman. Donc au départ le traducteur, mais qui devient beaucoup de choses, beaucoup plus que les traducteurs. Et ici, vous voyez par exemple une représentation de ces gens. Et d'ailleurs, maintenant, on sait de plus en plus sur ces gens. On a même pu constituer des tables, des dynastiques presque. Par exemple, ça, c'est la famille d'Anna. Hein. Et on voit aussi que ce sont des affaires très compliquées parce que parfois, ils se marient avec des Français, parfois il y a des rapports d'intimité avec d'autres communautés et ainsi de suite. Et en fait, d'ailleurs, on commence maintenant dans ce cadre qui est, disons, la fin du XVIIe et tout le XVIIIe siècle, c'est possible de reconstituer ça avec de plus en plus de détails. Et on sait que, par exemple, quand on a eu les ambassadeurs ottomans qui sont venus, ça c'est peut-être le texte le plus connu d'un ambassadeur ottoman en France, de Mohamed Effendi, il y avait toujours un rôle joué par les drogmans et les ottomans. On peut déjà comparer ces deux textes. Ça, c'est l'ambassadeur français à Constantinople et ça, c'est l'ambassadeur ottoman en France, c'est donc M. de Bonac et Mohamed Effendi. Et comme on le sait maintenant, on a de plus en plus d'ouvrages. Ce texte qui vient de sortir très très récemment, assez beau texte de Hannah Diab, qui était donc une espèce de drogman et go-between, très proche d'Antoine Galland, qui est venu aussi en France à l'époque de Louis XIV. Mais je vais donc terminer avec une histoire assez curieuse qui nous donne une espèce de petit saveur de tout cela. À la fin du XVIIIe siècle, il y a un texte qui est paru en Inde. Et c'est un texte, c'est une traduction d'un texte, et c'est paru donc à Calcutta, dans les années 1780, à peu près 30 ans après la conquête du Bengale. Et c'est un texte qui s'appelle donc Siyar al-Mutakhirin, un narratif sur les temps récents, les temps modernes. Et le texte est donc une espèce de chronique du XVIIIe siècle, du déclin de l'Empire moghol, mais aussi de la transition
Et c'est un texte qui est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout tendre envers les Britanniques. Il y a beaucoup d'instances et d'incidents dans lesquels les Britanniques sont dépeints comme des gens extrêmement fourbes, pas du tout capables de tenir leurs paroles, etc., etc. Mais malgré ça, ça a été traduit en anglais. Et d'ailleurs, ça a eu une réception en Angleterre aussi parce que justement, il y avait des gens en Angleterre, comme Edmund Burke et autres, qui étaient contre la conquête britannique. Donc, en fait, ils étaient prêts à recevoir des textes qui critiquaient leurs propres compatriotes. Alors là, vous voyez qu'il y a le nom de l'auteur, Sayyid Ghulam Hussain Khan, mais en fait, on n'a pas du tout le nom du traducteur. Et en regardant à l'intérieur du texte, on voit qu'il y a dédicace, c'est dédié au honorable Warren Hastings, l'ex-gouverneur, et le nom du traducteur est donné comme Nota Manus. Et par la suite, il nous explique que quand qu'il a vécu très très longtemps en Inde, et qu'il était donc, il connaissait l'Inde extrêmement bien. Et il y a un commentaire qui vient de l'époque qui dit le Sayyid Mutaakhirin, qui a été écrit by a relation of the Nawab of Bengal, was translated by a renegado Frenchman named Mustafa. Donc c'est un Français renégat qui s'appelait apparemment Mustafa. C'est ça qu'un contemporain nous dit. Mais est-ce que c'était aussi simple que ça? Mais non. Parce que, en fait, on peut retracer les origines de ce Mustafa. En regardant, par exemple, le texte de Toderini sur la littérature des Turcs, on retrouve le cas de quelqu'un, un droguement, qui s'appelait Lomaka. Alors, Lomaka a donc accompagné ici, il y a l'histoire de lui et l'ambassadeur Saïd Effendi. Et en fait, on peut tracer les origines et la famille de ce Lomaka. C'est donc qui ce Lomaka? Vous voyez ici, c'est Antoine Lomaka, qui a donc plusieurs enfants. Et par exemple, Elisabeth Santi Lomaka, qui a épousé Louis Chénier, et donc qui est la mère d'André Chénier. Il y a donc Marie Amic ici, qui est la grand-mère d'Adolphe Thiers. Donc, vous voyez, une famille assez compliquée. Mais celui qui nous intéresse, en fait, ce n'est pas ces gens-là, c'est un autre, Dominique Lomaka. Donc, vous voyez, le fils aîné ici, qui on dit est parti en Inde, et on a trouvé donc une lettre où on dit qu'il est devenu Haji Mustafa, et il était turc de la Turquie, d'Europe, venu au Bengale et aux Indes, etc., et que en fait, il aurait marié une femme musulmane, il parlait supérieurement le français, l'anglais et toutes les langues de l'Inde, même la langue sanskrite. Est-ce qu'il parlait la langue sanskrite? On ne sait pas. Qu'il possédait mieux qu'aucun Européen. Et donc, en fait, on se retrouve face à quelqu'un qui va faire finalement cette triangulation d'une grande famille de droguements, avec l'habitude de passer entre l'Empire ottoman et la France, mais qui devient finalement en Inde celui qui va jouer le rôle de l'intermédiaire pour expliquer au public européen ce qu'était la conquête de l'Empire moghol fait par les Européens. Et donc, finalement, on se retrouve bien sûr avec la sœur qui tient un salon à Paris, Madame Chénier. Il y a donc le neveu qui est guillotiné pendant la Révolution, et il y a l'oncle qui est Haji Mustafa, celui qui va faire produire un peu de commensurabilité entre les empires. Je vous remercie.